Bonjour et bienvenue sur Mobility TV depuis le mondial de l'auto évidemment en ce moment avec la fête de l'automobile, clairement sur les stands, mais un marché automobile, vous le savez si vous nous suivez sur Mobility TV, plein d'inquiétudes, plein de questions en ce moment, beaucoup de sujets qui sont au cœur des préoccupations, qui sont au cœur de vos préoccupations également, Atina Argiriou. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Sur Mobility TV. Ravi de vous recevoir à nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ça avance. Donc je pense que l'interview d'il y a un an, on peut largement la mettre à jour, clairement. L'Axiam que vous représentez, présidente de l'Axiam, a pris des positions récentes importantes parce que effectivement il se passe des choses sur le marché. Si on rentre dans le vif du sujet, c'est les conséquences dès 2025 pour les constructeurs. C'est vrai que le grand public ou même dans les sujets 2035, l'électrification, mais il y a des étapes et 2025 en est une importante. Quelle est la position de l'Axiam pour commencer sur cet objectif-là à très court terme dans quelques semaines? Alors, permettez-vous de faire une toute petite introduction pour dire en fait que ces objectifs ont été décidés ensemble. Ouais. Voilà. Avec tous les États, on se met autour de la table, on a dit qu'il y a une urgence, on se doit agir. Ça ne concerne pas uniquement les transports, mais les transports en fait partie parce que en fait 30% des émissions viennent du transport, alors on peut voir un résultat immédiat. Au moins un constat qui est partagé. C'est un constat qui est partagé. Alors l'urgence, la responsabilité vis-à-vis en fait des citoyens et les consommateurs de proposer des solutions décarbonées. Et également un calendrier, parce que toute planification, il faut que ça passe quand même par un calendrier. C'est ça. Alors 2025, c'est une première étape. C'est une étape plutôt difficile. C'est une étape qui est importante pour pouvoir mesurer l'impact et pour pouvoir corriger. Il faut dire qu'entre le moment où on a pris les décisions et 2025, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, parce qu'on a l'impression, entre guillemets, qu'on découvre 2025 comme une étape importante et qu'il y a 8-9 mois, on n'en parlait quasiment pas. Je caricature un peu, mais à peine. Donc comment on peut l'expliquer? Alors, elle était dans nos planifications et d'ailleurs, on peut le dire et l'affirmer, c'est une autre vérité, les constructeurs sont prêts. Ouais. L'offre existe. Après, dans la planification, on n'a pas eu tous les conflits qui ont perturbé autour de nous en fait, les conséquences de la guerre en Ukraine essentiellement. Exactement, l'inflation, que ce soit par rapport à la disponibilité de l'énergie, les coûts de l'énergie, tous les problèmes en fait, qui ont affecté également les cycles industriels. Et est-ce qu'on peut d'ailleurs donner une sorte de... C'est un pourcentage ou un chiffre de justement ce manque de véhicules? Est-ce que si on faisait, je dis n'importe quoi, plus 4%, tout irait bien? Enfin, est-ce qu'on arrive à le calculer, à le chiffrer, ou est-ce que c'est trop virtuel? C'est trop virtuel parce que c'est propre à chaque constructeur. Oui, voilà, c'est ça. En fait, si un constructeur, par exemple, il fait de l'électrique... Oui, et d'ailleurs, il y a des constructeurs qui se disent... Ils vont faire de l'électrique. OK, pour 2025, nous on est prêts. Puisque la seule chose qui monte, c'est de l'électrique. Des constructeurs plus traditionnels, en fait, qui sont en fait de plusieurs années d'expérience, c'est un parc, c'est pas la même chose. C'est très dangereux, en fait, de donner des chiffres à ce stade-là, parce qu'on est encore en évolution. Maintenant, il y a également quelque chose qui est très important, c'est qu'on parle de transition. Ouais. Voilà. On a commencé, il y a l'offre, mais il y a tout un écosystème qu'il faut construire. Et l'automobile, c'est très important de le comprendre, c'est comme si c'est un horloge suisse, très bien réglé, avec plein de composants. Alors dès qu'on va vouloir réguler un composant sans forcément prendre un paramètre ou sans bien l'étudier, on peut le déréguler. Et là, selon vous, quels ont été justement les petites grains de sable, enfin bon bref, ce qui a pu... Ce qui était dit un peu ce matin, et c'est un constat en fait de nous tous dans le quotidien, le summit, voilà. C'est d'abord en fait que nous avons décidé conjointement cette trajectoire, mais la mise en application en fait était laissée à chaque État, suivant en fait sa maturité industrielle, technologique, ses budgets. Ça, peut-être qu'il y a une coordination à faire. Ouais. Et après, est-ce que c'est simple à mettre en œuvre? Est-ce que c'est simple à mettre en œuvre? Peut-être pas au plan politique, mais au plan industriel, je pense. C'est du privé, en fait, qu'on peut mettre en place. Autre chose, c'est que
Il y a une infrastructure à faire, il y a une démagogie à faire, il y a une confiance à gagner. Et c'est toujours, en fait, les débuts qui est le plus difficile. Et là, on a réussi. On a vu, en fait, 2024, comment l'électrique a explosé. Il faut 2023, début 2024. Maintenant, il ne faut pas rester sur le reste de l'année. Pourquoi? Parce que le reste de l'année, il était marqué par des élections européennes, les élections françaises. Voilà. On n'a pas eu de gouvernement pendant 3 mois. Les Jeux olympiques, quand même, ont joué c'était un facteur assez important. Un budget. Il y a eu beaucoup d'incertitudes. Alors, on ne peut pas juger, en fait, sur l'appétence du consommateur ou la fidélité du consommateur par rapport à ça. Et quand on parle, en fait, de pérennité, de stabilité, de lisibilité, c'est ça. Décider ensemble un cadre réglementaire et fiscal pour qu'on puisse, nous, de notre côté, faire l'apprentissage, la démonstration, aller chercher les consommateurs. Les hybrides aussi, c'est excellent en fait pour les personnes qui ne sont pas uniquement des citadins, en fait, qui n'évoluent pas, y compris dans les villes, de pouvoir décarboner et avoir également une mobilité. Sachant que de toute façon, le renouvellement du parc, peu importe si c'est du hybride ou de l'électrique, ça permet de baisser parce que chaque véhicule qui est mis sur le marché, il vient avec une technologie révisée, avec une sécurité, avec une connectivité, avec des moyens en fait pour qu'on puisse aider d'aller encore plus loin. Et là, ce que l'on voit en ce moment, la part de l'hybride qui accélère comme assez fortement, mais pas forcément suffisamment pour récupérer justement ce qu'on n'arrive pas à gagner avec l'électrique. On n'arrive pas à récupérer ça. Il faut apporter cette visibilité, cette planification. La planification, ce n'est pas uniquement pour l'État, c'est pour tout le monde, et aussi personnel ou professionnel. Et même pour les clients qui vont se dire, oh bah, l'électrique finalement, si jamais on n'y passe pas, pourquoi moi je m'y mettrais? Les clients, qu'est-ce qu'ils font? En fait, comme il ne sait pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, finalement celui qui va parler en dernier, il aura raison. Et ben, il dit, je vais garder ma voiture ou, par sécurité, je vais aller vers du véhicule d'occasion. Un autre secteur, en fait, qui est les flottes d'entreprises, en fait, c'est les entreprises, qui eux, ils ont la capacité de verdir massivement. C'est 60% les achats de flottes d'entreprises. Alors, le ministre de l'économie en a parlé. Il a dit que les flottes, il avait en tout cas des paroles plutôt fermes, on va dire. Alors, espérons qu'on va le voir. C'est un sourire de confiance ou de dire, bon, il y a les paroles et il y a les actes? Moi, j'ai envie de donner le bénéfice du doute. Il l'a dit ce matin d'ailleurs, j'étais nommée le 22 septembre. C'est récent. On a fait quelques propositions. Elles ne sont pas peut-être parfaites. Ouais. Donnez-nous, parlons ensemble. Il a ouvert la porte pour qu'on puisse rectifier et aller tous dans la même direction. Et en parlant justement d'ouverture de porte, là, il a aussi parlé de flexibilité sur 2025, sur cette échéance café pour les constructeurs. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites qu'il y a des choses à améliorer, il y a quelque chose à... c'est le ministre de l'économie de la France, donc c'est un pays important en Europe, mais ce n'est pas le seul, tout seul dans son coin. Donc voilà, comment vous l'envisagez? Je pense déjà flexibilité, il entend un peu de flexibilité sur la trajectoire qui a été proposée par les PLF, notamment tous les malus, qui aujourd'hui, ils viennent vraiment attaquer ce qu'on a mis en place, et ils sont injustes, contre-productifs, je dirais. Pas de fondement écologique derrière. Alors, moi, je l'ai entendu comme ça. Et par rapport à Bruxelles, c'est qu'on dit, en fait, il ne faut pas réviser le calendrier. Le calendrier nous donne des repères pour pouvoir avancer. Il faut alléger, en fait, les conséquences de 2025 en termes de... des amendes qui ont été prévues. Que ça serait un bon équilibre. C'est-à-dire qu'on oublie les objectifs, évidemment, vous l'avez rappelé en début d'entretien, qui sont évidemment majeurs. Donc arriver à trouver ce juste milieu, c'est un sujet forcément de fond. Donc on verra ce qui se passe et on vous réinvitera avec grand plaisir. Merci à vous, Merci Aurélien. Vous représentez donc l'Axiam et donc il y a évidemment de gros sujets d'actualité en ce moment.
Merci à vous et à bientôt sur Mobilité TV.